Qui est derrière l'assassinat du président? L'Algérie en état de choc assiste aux funérailles de Mohamed Boudiaf sans connaître la réponse. Écarté après l'indépendance, Boudiaf venait de rentrer de 30 années d'exil. Ce chef historique héritait d'une situation infernale. Élection annulée par l'armée en janvier 92. Victoire du fils, confisquée. La loi des armes s'installe. Avec ce meurtre mystérieux au sommet de l'État, l'Algérie est maintenant au bord du chaos. L'espoir n'est pas mort. La sincérité n'est pas morte. La mafia de Hawarpana. Quand il a été assassiné comme un bandit de Chicago, on lui a tiré dessus. J'aurais voulu que la terre m'aspire, comme on dit chez nous. C'est insupportable. J'ai été dans le cortège. Un cortège de 3 millions de personnes. Chaque fois qu'une voiture officielle passait, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient: vous l'avez amené, vous l'avez tué. L'assassinat de Boudiaf était programmé. Était programmé pour différentes raisons. Je crois que la première raison, c'est qu'il voulait aller à des élections. Je pense que parallèlement, sans dire qu'il préparait des élections, il a créé un parti. Il nous a paru très clair qu'il a été assassiné parce qu'il s'apprêtait quand même à modifier la politique algérienne radicalement sur certains points. Sur disons, le système de pouvoir interne à l'Algérie, la relation entre le système politique, les militaires. La corruption, d'une manière générale, il visait la corruption, lui. La corruption qui présidait à l'époque et qui, à côté de celle qui existe maintenant, c'était presque le paradis, ou plutôt de l'angélisme. Mais il voulait aborder ce problème, effectivement, mais de manière rationnelle, pas subjective, pas dans le cadre d'un lancement d'affaires, de dossiers, d'épuration. Boudiaf aurait été tué par un officier intégré au dernier moment dans la garde présidentielle. Ce serait l'acte isolé d'un sympathisant islamiste présenté comme un illuminé. On n'a pas fait l'autopsie de Boudiaf. Pourquoi? Parce que si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière, mais il y a eu des balles tirées d'en avant et qui s'est logées dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie, ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie, vous la faites pour savoir dans quelles conditions il est mort et quelles sont les balles qu'il a tirées. La mort de Boudiaf est suspecte. Ce que je peux dire, moi, et affirmer, c'est qu'il a été liquidé par les décideurs de l'armée. Les cercles du pouvoir, ils peuvent être capables de tout sauf de tuer. Je vous dis ça tout de suite. Il n'y a que le fils qui tue. Il n'y a que le fils qui tue. Mais les cercles du pouvoir, ils peuvent jouer un tour, ils peuvent ceci, ils peuvent manœuvrer, ils peuvent... mais ils ne tuent pas. Ils ne tuent pas, quand même, on n'arrivait pas jusque-là. Et on n'a jamais vu cela. Comment voulez-vous qu'on puisse tuer des gens comme ça? Boudiaf a sans doute eu l'imprudence de s'attaquer de front au système. Il faisait cavalier seul sans compter sur les clans du pouvoir. Des clans militaires et civils dont il menaçait peut-être les intérêts. 10 ans après, de très hauts responsables s'accusent encore mutuellement du meurtre par presse interposée. Mais savoir qui, exactement, était derrière l'assassinat de Boudiaf est encore aujourd'hui le secret le mieux gardé d'Algérie. L'annulation des élections en janvier 92 a déchaîné la violence. Les attentats secouent d'abord Alger. La capitale est traumatisée par la bombe qui explose à l'aéroport au milieu des passagers. 9 morts
et plus de 100 blessés. Harcelée par les groupes armés, l'Algérie s'enfonce en même temps dans la plus grave crise économique de son histoire. Même les produits de première nécessité comme le sucre ou l'huile commencent à manquer. L'Algérie ne pouvant plus payer ses dettes, le Premier ministre Abdeslam doit trouver une solution. Pas question pour lui d'un recours humiliant au FMI pour boucler les fins de mois. Cet ancien ministre de Boumedienne, très critiqué, incarne le passé aux yeux des Algériens. Il propose sa solution. La première directive que j'ai donnée au gouverneur de la Banque centrale que j'avais fait nommer, c'était Karaman, c'est de dire changement de billet. Vous vous présentez au guichet, bon, apportez votre argent, d'où ça vient. Vous avez fait du commerce, vous n'avez pas payé les impôts, bon, ça, on vous fait payer les impôts. Est-ce qu'on doit vous faire payer les pénalités? Bon, c'est une chose sur laquelle on aurait fait passer. Mais le reste, d'où ça vient? Alors, de deux choses l'une. Ou vous avez le courage de venir dire j'ai volé. Et alors, bon, maintenant, essayons de s'arranger. Ou bien, vous n'avez pas le courage de venir dire et vous laissez vos billets pourrir et devenir du papier chiffon dans vos sacs de plastique. Toute ma politique reposait sur cette opération. Parce que je voulais enlever au FMI l'un de ses arguments. Vous dites qu'il faut dévaluer parce qu'il y a trop de monnaie. Moi, je vous apporte la preuve qu'il n'y a pas suffisamment. La monnaie est équilibrée. Je voulais le couper l'herbe sous les pieds. En montrant qu'il y a moyen de faire autrement que d'appauvrir les gens. Parce que la dévaluation, c'est l'appauvrissement de tout le monde. Et là, Banlizar a dit, écoutez, il y a des gens qui parlent qu'il y a une autre politique. Au sein du Haut Comité d'État, Khaled Nzar représente les intérêts de l'armée. Il a déjà tranché. L'Algérie ira au FMI. Reda Malek est chargé de l'opération. On a sensibilisé les chefs d'État du G7, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le G7. Et on leur a dit, voilà, nous sommes actuellement en proie à une crise grave qui se traduit par un développement terroriste. Et en même temps, le prix du baril est tombé, nos moyens de paiement sont devenus faibles. Est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer de trouver un moratoire pour le paiement de notre dette? Et j'ai eu des réponses de tous les côtés qui étaient très favorables. La politique du gouvernement, la politique du pouvoir réel, la politique inspirée par le véritable tenant du pouvoir et ceux qui le soutiennent, crée les conditions qui favorisent le terrorisme. On crée le chômage, ou on favorise le chômage, on favorise l'injustice sociale, les inégalités sociales, on touche plus ou moins à certaines valeurs sur le plan de la religion, etc. Et ça permet aux autres de dire, voilà, ce gouvernement, c'est un gouvernement antipopulaire, c'est un gouvernement anti-islam, c'est un gouvernement ceci, c'est un gouvernement cela. Donc ça leur permet de recruter des gens. جات ماشي معيشه قايدك 11 دخل للدار يا حبيبي حنا بيت وكوزينه هنايا تما كان يرقدوا بالداله من الاول كان يرقدوا بالداله هنا احن بابا دوك تما كيدخلوهم قايدك وين تما الاخر يرقد داخل فيسي الاخر نورمال باين دوله كرهتنا وما كاين والو قايدك خونا وقابله دي 11 دخل للدار تما اختي تنفع لهم 10 دخل للدار كرهونا يا اخو دوك احن بابا تما كاع نطلعوا الجبل كاع نطلعوا لها كاع نسلولوها دوك اللي عنده هذيك هي حنا تما واحد شابي كيما انا ولا معسين الارض حنا تما بلونشا تاعهم هذيك ما يديرونا بين الطريق هذيك يدعو كافة الشباب الذين لم يلتحقوا والذين هم في صفوف الجيش أن يقاطعوا ويعلنوا تمردهم على من يحكم العباد بغير شريعة الله. أين نحضر Certains éléments du fils, désormais clandestins, ont créé l'AIS, l'armée islamique du salut. Des cassettes de propagande circulent sous le manteau pour enrôler les jeunes.
أن يثبتنا ونحمد الله على هذه النعمة الذي نعمها علينا الله عز وجل وهي الجهاد ونسأل الله أن يوفقنا وينصرنا على هذا الطاغوت إن شاء الله. يعني كان دفاعنا هو جهاد في سبيل الله. يعني notre lutte, c'était le djihad pour Dieu, c'est-à-dire la lutte contre l'oppression. Dieu, le Tout-Puissant, a dit « Il est permis à ceux qui sont opprimés d'aller combattre ». Il a dit aussi « Pourquoi ne vous battez-vous pas pour aider les plus faibles, les femmes, les hommes, les enfants ?» Ali ibn Hajar est un ancien instituteur. Candidat du FIS aux législatives, il est arrêté après l'annulation des élections. À sa sortie de prison, il monte au maquis, il va y rester 7 ans. Donc, vous avez rejoint le groupe armé qui était important à Médéa? Oui. C'était le GIA. Il y avait un groupe armé. C'était celui du Cheikh Ataya, et il était affilié au groupe appelé GIA. Un an après l'annulation des élections, des régions entières échappent désormais au contrôle de l'armée. Le GIA, groupe islamique armé, fait régner la terreur sur une grande partie de l'Algérois. Selon l'armée algérienne, en 10 ans, 27 000 islamistes seraient montés au maquis. Ce chiffre inclut l'armée islamique du salut, l'AIS, qui représente l'aile armée du FIS. Chaque jour, 10, 20 policiers ou gendarmes sont assassinés en pleine rue. Certains groupes islamistes se mettent aussi à cibler des personnalités. Médecins, artistes, journalistes réputés hostiles au FIS sont exécutés, comme Ismail Yefsah, un présentateur du journal télévisé enterré ici, en octobre 93. يا إسماعيل يا إسماعيل الجزائر تذكرنا اليوم بإسماعيل الذبيح ولد سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يا إسماعيل الجزائر يا إسماعيل الوطنية. Le journaliste vient d'être assassiné simplement parce qu'il travaillait à la télé. 2 ans plus tôt, un militant du FIS l'avait déjà menacé en pleine rue devant la caméra. Pour les terroristes et leurs commanditaires, tout ce qui est intellectuel, ici, intellectuel moderne, moderniste, est considéré comme un communiste, il faut le liquider. Ça vient directement d'Afghanistan, ça. Deuxièmement, ces intellectuels écrivent, ils sont dangereux, et surtout, ils sont occidentalisés. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit jazariste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du FIS à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussebsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alloula, dramaturge. Cheb Hasni, chanteur.
Ahmed Aslah, directeur des Beaux-Arts d'Alger, assassiné. Dans des mosquées, circulent des listes de personnes à abattre. La peur s'installe. Et pas simplement chez les intellectuels. Les quartiers ou villages sous contrôle islamiste vivent la terreur au quotidien. Pour ce qui est de notre position, la peur doit changer de camp. On voulait quand même rassurer notre population qui commençait à avoir peur, effectivement peur de ces massacres. Il faut tenir le coup. Il y a un État qui est toujours debout et qui est là. Et cet État est inébranlable. Ils veulent le faire sauter, eh bien il restera. L'État tient debout, mais à quel prix? Pour éradiquer la violence islamiste, l'armée ne fait pas de quartier. Il suffit parfois d'être barbu ou de se trouver au mauvais endroit pour être embarqué. Le pouvoir n'a plus que l'apparence de la légalité. Une justice d'exception se met en place avec cour spéciale et jugement expéditif. Au début, les forces de l'ordre perdent beaucoup d'hommes, puis des unités antiterroristes sont formées dans l'urgence. Cette guerre des villes ne regarde pas sur la méthode. Torture et disparition. Lorsque j'étais arrêté et torturé, les gens ne portaient même pas de gaboul. Ils ne faisaient même pas, ce pas de se cacher face à l'autre, tellement ils étaient imbus de leur puissance et surtout de leur impunité. Ils étaient à la recherche de la cellule de crise du fils, dont je ne connaissais ni l'endroit ni le repère. Et donc, après 30 jours de torture, on m'avait libéré, comme ils avaient libéré aussi d'autres personnes, essentiellement des universitaires, pour ensuite, après les liquider, parce que la technique en ce temps-là, qui a évolué ensuite, la technique en ce temps-là était de lâcher des gens, de les déclarer en fuite, afin de pouvoir les tuer sur le bord de la route sans aucun problème. 3 mois après, mon avocate personnellement, m'a informé qu'il y avait un avis de recherche me concernant qui était affiché dans tous les tribunaux et dans certains endroits. Un ami policier m'a aussi précisé cela, que dans tous les commissariats, il y avait un avis de recherche, effectivement, mort ou vif. Et à la suite de cela, donc, j'ai pris la décision de partir, de sortir de mon pays. Mostafa Brahimi rejoint en Suisse les réseaux de soutien du fils. À l'étranger, il retrouve une mouvance islamiste divisée en plusieurs tendances. Le GIA est au fait de sa puissance. Ces phalanges regroupent des centaines de tueurs, des jeunes radicaux ultra-violents qui ont très peu de discours idéologiques. Le fils s'est fait doubler. Pour tenter d'unifier les rangs, l'un de ses dirigeants importants, Mohamed Saïd, monte alors au Maquis pour rencontrer l'émir du GIA. Saïd veut amener le parti à fusionner avec les extrémistes du GIA. Il tenait j'allais dire, à la pureté du mouvement, c'est-à-dire dans ce sens où il fallait éviter toute dérive. Cette obsession, j'allais dire, de Mohamed Saïd, dans le sens où pour lui il fallait se confirmer, disons pour nous en tant que musulmans, aux préceptes de l'islam, et que lui-même était aussi arrivé à la conclusion que ce pouvoir ne partirait que par les armes. الجماعة الإسلامية المسلحة. الله أكبر. ونسأل الله عز وجل أن نكون مخلصين صادقين في منهجنا وفي عملنا بإذن الله. وإن شاء الله عز وجل اللهم ألهمنا أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اهدنا إلى صراطك المستقيم.
Le courant qui dominait dans le groupe islamique armé n'acceptait pas Mohamed Saïd. Peut-être qu'il redoutait sa présence parce qu'il représentait le front et que c'était un politique, alors que le GIA, de son côté, refusait toute activité politique. En fait, le GIA remettait en cause sa place au Conseil. Un an après ces embrassades, le GIA fait assassiner Mohamed Saïd et ses partisans. Zitouni, le nouvel émir, ne supporte aucune concurrence. La série des épurations commence et avec elle, l'éclatement du GIA en divers groupes. Du côté du pouvoir, d'autres négociations secrètes sont en train de se tramer. Le général Zeroual remplace Nazar à la défense. Il représente un clan de l'armée qui est davantage prêt à discuter avec le fils dissous et ses dirigeants toujours emprisonnés. Liamin Zeroual se rend alors à la prison militaire de Blida. Lors de cette rencontre, la proposition du général Zeroual était de demander à Abbassi Madani de lancer un appel au groupe armé pour arrêter la violence. Il y a eu une quatrième, puis une cinquième rencontre, puis une proposition de libérer 2 frères, des dirigeants du fils emprisonné. Il s'agissait de Jeddi et Bouhamkham. Mais nous tenions toujours à ce que tout le monde soit libéré. Ces négociations secrètes, avec échange de lettres, vont durer 5 ans. Belhadj et Madani demandent la réhabilitation du fils. Mais l'armée ne veut pas de cette solution politique. Ce qui l'intéresse, c'est que les dirigeants emprisonnés appellent à l'arrêt des violences. La tentative de Zeroual, devenu entre-temps président, tourne au dialogue de sourds. Zeroual dit on va essayer, etc., on va voir. Bon, ils ont essayé et ça n'a pas donné. Et il lui dit alors, après, quand ça a échoué, qu'il a demandé à aller vers des élections présidentielles. Je lui dis alors, il a dit le dossier du fils est clos. Alors comment ça? Il m'a dit, je lui dis mais on te l'avait dit avant. Il dit oui, mais il fallait aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Bon, je lui dis mais c'est une perte de temps. Tandis que les négociations politiques échouent les unes après les autres, les groupes islamistes armés redoublent de violence. À Mostaganem, comme chaque 1er novembre, on fête l'anniversaire de la guerre de libération. Les jeunes scouts au premier rang. واش داروا هذو الابرياء الرجل نتاعهم مقطعين وش اللي شفناه لوهاس وما دارت هذا الشيء هذا لوهاس وما دارت هذا الشيء هذا وعلاش وحنا واش درنا حنا ولا اولادنا واش داروا خليني لا بغيت نموت انا نقول لك حاجه. Comment arrêter cette violence? C'est maintenant la société tout entière qui se déchire en 2 camps. D'un côté, les éradicateurs assimilent l'islamisme au fascisme et refusent tout compromis. De l'autre, les dialoguistes pensent que le fils est incontournable et qu'il faut négocier avec lui. Ces derniers vont créer la surprise début 95 autour d'une rencontre à l'étranger. Dialoguer avec le fils à Rome. L'idée est venue d'une communauté catholique, Sant'Egidio. L'événement attire toute la presse internationale, même si le pouvoir algérien d'entrée boycotte cette initiative. En Algérie, il y a la guerre. On disait guerre, je sais qu'il y a une polémique sur ce terme. Pour nous, il y avait la guerre. Et c'est mauvais. L'Algérie est un pays important. Nous tenons beaucoup au peuple algérien. Nous sommes amis avec le peuple algérien. On ne peut plus aller en Algérie comme on y allait seulement 2 ans avant. Et donc, il faut faire quelque chose.
On va les inviter pour parler de paix. Point. Il nous était impossible de nous réunir en Algérie. Non pas seulement parce que les dirigeants du FIS ne pouvaient pas le faire, sinon qu'il n'y avait pas d'espace de liberté. Pour nous, pour les partis qui se prononçaient pour une solution politique. Seuls ceux qui étaient pour le tout sécuritaire pouvaient manifester, s'exprimer, tenir des réunions. On m'a donné la chambre de la mère supérieure qui, au Moyen-Âge, pouvait espionner tout ce qui se passait. Donc j'ai pu avoir la possibilité de les rencontrer à part. J'ai rencontré d'abord Mehri, j'ai été stupéfait du fait qu'il accepte un dialogue à l'étranger. Mehri représente le FLN, mais un FLN critique, puisque l'ancien parti unique est passé dans l'opposition. La réunion est d'importance. Des leaders historiques ont fait le déplacement. Étonnante assemblée d'ailleurs, où l'on retrouve Ben Bella, qui a mis en prison certains de ses voisins de table à l'époque où il était président. Mais tous les regards sont tournés vers Noir Haddam, réfugié aux États-Unis. Il représente le FIS. Haddam, j'ai eu contact avec lui, tout de suite il m'a posé le problème de l'armée. Il m'a dit, vous savez, aussi nous avons une armée. Et il faut trouver le moyen d'intégrer cette armée. Alors, bon, moi je suis très gentil, mais quand il s'agit de principe, je me suis mis en colère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a déjà une armée, ça fait 40 ans qu'elle détruit notre pays. Moi, je peux créer une armée, je peux vous jurer que je peux armer 1 million d'hommes. C'est parce que nous ne voulons pas que l'engrenage des tueries. Alors, s'il vous plaît, ne posez pas ce problème. La première chose qu'on a obtenue, en général, tout le monde a obtenu à la table, c'était, écoutez, vis-à-vis du FIS, c'était, écoutez, cessez de faire les victimes, parce que vous avez aussi vos fautes, et on racontait toutes les fautes du FIS, etc., même avant les élections, la violence et tout ça, d'un côté, et puis cessez, arrêtez de nous parler, parce que le FIS tablait beaucoup sur la reprise du processus de 91. Alors là, ça a été tout de suite la première concession du FIS, ça a été d'accord. Alors, 91, terminé, point, fini, on recommence. Et ça, c'était important politiquement, parce qu'eux, ils disaient, on repart du deuxième tour. Eh non, mes amis, on remet tout à zéro. Nous cherchions une solution avec le FIS, sinon la solution n'était pas viable. C'est un des principaux acteurs, pour ne pas dire le principal acteur. Vous le savez bien, c'est pas moi qui vais convaincre des groupes armés ou m'adresser à eux. En revanche, si eux peuvent avoir une influence sur eux, pourquoi ne pas donner toutes les chances à la paix? Et donc pour nous, tout le reste pouvait être débattu par la suite. Nous soutenons fermement la lutte armée pour une juste cause. Ceci étant dit, dans le Front islamique du salut, et nos frères les Moudjahidines, les combattants de la liberté, nous avons toujours dit que la lutte armée n'est pas une fin en soi-même, mais c'est un moyen. Les 2 séances de réunion débouchent finalement sur une plateforme rejetée en bloc par le pouvoir. À Alger, c'est le tollé. Une partie de la presse et des politiques estiment que c'est faire la part trop belle au FIS. Le GIA, ou plutôt les GIA, puisque les groupes ont éclaté, rejettent toute forme de négociation. Ils veulent maintenant exporter le terrorisme et mouiller la France, principal partenaire de l'Algérie. L'émir Djamel Zitouni exige au passage que Jacques Chirac se convertisse à l'islam. Ce qui était important pour nous, c'était de surveiller les milieux islamistes et notamment les mosquées. Et de voir dans cet environnement quelle était la place que prenait progressivement la sensibilité ou la mouvance intégriste. Et à la fois les renseignements que nous avons pu recueillir, et d'autre part les écoutes téléphoniques, les surveillances, etc.,
nous ont donné à penser que des réseaux se mettaient en place et que ces réseaux auraient comme but de conduire en France un certain nombre d'actions terroristes. Une bombe explose dans la station RER Saint-Michel. Quelque temps auparavant, c'est un Airbus d'Air France qui a été détourné par un commando. Paris est dans l'œil du cyclone islamiste. Mais à l'étranger, on observe de loin ce conflit qui paraît tellement franco-algérien. C'est qu'à l'époque, nous avions alerté à différentes reprises les Américains, les Britanniques, les Allemands, sur le fait que sur leur territoire étaient installés des dirigeants du FIS, voire du GIA. Et nous les avions mis en garde contre des menaces terroristes qui concernaient notre pays, mais qui pouvaient également concerner le leur. Et tout ça avait été pris un peu à la légère. Les États-Unis n'avaient pas d'idée préconçue vis-à-vis d'un quelconque mouvement se définissant par le mot islamiste ou revendiquant les symboles de l'islam. L'important était de savoir quelle était leur position vis-à-vis des questions importantes pour les États-Unis. Et cela était vrai également pour l'Algérie à l'époque. Ils ont commencé à changer d'optique vis-à-vis de l'islamisme, et même l'attitude vis-à-vis du fils a changé, et ils ont changé d'autant plus vite que l'Algérie est devenue entre-temps, depuis 5 ans, 6 ans, elle est intégrée maintenant dans les priorités américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène nouveau. Depuis 1995, l'Algérie maintenant apparaît comme étant une future zone pétrolière majeure. Le pétrole, le gaz, mais aussi un marché de 30 millions d'habitants. C'est sur ce fond de guerre économique que la France soigne jalousement ses relations avec Alger. Les GIA ne s'attaquent pas aux puits de pétrole qui sont mieux protégés que les Algériens eux-mêmes. Ils s'en prennent maintenant à la population tout entière. La guerre sainte est une obligation. Ceux qui ne suivent pas doivent mourir. Sur le terrain là? Oui, je vais partir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un massacre à Ennick là, hier soir. Oui. Ça fait 27 morts. Merci. Thank you. Les Algériens croyaient avoir touché le fond de l'horreur. À partir de 1996, ils découvrent encore pire, avec le début des grands massacres qui vont décimer des familles entières, comme ici, près d'Ain Defla. بعد انتوما تجوا تصوروا ما عندكمش لو دغوا باش تصوروا هيا بوندي برا هيا روحوا كامل بيان سي واحد صاحبي يخدم معايا يميتوا لي حرقوه راكو هاربين دوكا انا نقعدوا نموتوا انت واش تشوفي فيه تقعدي تموتي بيان هذوك اسمعوا تاع لي فيكتيم تاع دراري صغار احلام سيدي هذوك دراري صغار 3 سنين واحده 3 سنين وواحد 8 انا جدي خالي خالتي خوالي ولاد خوالي خاوتي ترباو معانا حنايا راحوا دوكا قولي شكون يبقى حتى واحد. C'est le même scénario qui se répète à chaque fois, c'est le même. C'est-à-dire, si on prend le massacre d'il y a une année, c'est le même massacre que maintenant. C'est-à-dire le même, disons, si je peux dire, le même décor, la même méthode, la même manière. C'est la même chose, c'est le même scénario. Lorsque le GIA a fait preuve d'extrémisme,
Il a foudroyé les civils, et particulièrement les membres du FIS, mais aussi les membres de notre groupe qui s'étaient retirés. Par conséquent, le GIA est sûrement à l'origine de certains massacres, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a eu des massacres faits par le pouvoir. Des gens ont été enlevés à leur travail ou dans leur maison, puis on les a retrouvés assassinés, jetés dans les rues. Nous avons dans l'armée des militaires, des officiers qui courent derrière leur frère maquisard. Qui courent derrière leur frère. Nous avons un cas, j'ai eu à le citer la dernière fois, un gars qui est au service national, qui est rentré en permission du côté d'Orléansville, ex-Orléansville. Son frère qui était au maquis descend, il l'égorge devant sa mère. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Elle est inextricable. C'est pour cela qu'il y a eu des dérapages, je le reconnais. Je le reconnais. Maintenant, ces dérapages, quand on le sait, quand on l'apprend, on prend des mesures. Qu'est-ce que vous appelez des dérapages? Dérapages, il y en a qui arrivent même jusqu'à tuer. Jusqu'à tuer, il y a plus de 100 noms qui ont été donnés au panel de l'ONU. Une grande partie de la presse française considérait que les massacres étaient largement le fait de l'armée. À l'époque, moi j'ai rassemblé toutes les informations disponibles au ministère des Affaires étrangères, Défense, Intérieur, Services, et j'ai échangé mes informations avec tous les autres, tous ceux qui avaient éventuellement des informations, des bribes d'informations, parce que personne n'est jamais sûr précisément, avec les Marocains, les Tunisiens, les Espagnols, les Italiens, les Américains, que sais-je. Personne n'arrivait à la conclusion que les massacres étaient majoritairement le fait de l'armée. Personne n'excluait que dans ce genre de guerre, il y a eu d'abord des bavures, évidemment. Il y en a tout le temps, dans toutes les guerres de ce type, mais même des vengeances, des réactions, des pièges, des manipulations, tout ça était possible. Mais quand même, la conclusion globale, c'était que les massacres, c'était le fait des mouvements terroristes islamistes. Raïs, 300 morts. Bentalha, 300 morts. Près de 250 tueries en 2 ans. Parfois, les massacres ont eu lieu à proximité des casernes. Les Algériens ne comprennent plus. Il y a eu à Beni Messous 2 fois un attentat, 2 fois une attaque la nuit. Là où il y a eu le massacre, c'est terrible. Dans un rayon de 3 km jusqu'à l'Arba, Raïs, il y avait 500 000, non, combien? 5 000. Il y avait 5 000 hommes de troupes, aux gendarmes, aux militaires qui avaient des casernements, qui étaient là-dedans et qui ne sont pas intervenus. Il y a Boufarik, où il y a, vous savez, des hélicoptères. Vous avez à chose qui ont des hélicoptères qui pouvaient intervenir au bout de 5 minutes. Ils ne sont pas intervenus. Alors que les massacres ont eu lieu depuis 8 heures du soir, au mois de septembre, il fait nuit à 8h15 du soir jusqu'à 3h du matin. Donc, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Quand ils attaquent, ils éteignent la lumière. Vous avez une situation apocalyptique à l'intérieur. Vous avez des gens qui courent dans tous les sens. Comment voulez-vous intervenir? Vous allez, en intervenant, vous allez créer plus de dégâts. Le seul moyen est militairement, et poser la question à n'importe quel militaire vous le dira. On ne peut que le défendre par le chemin de retour, attendre des embuscades, ou bien par la présence des feux pour leur faire peur. Je pars du principe que les islamistes armés savaient que les militaires n'allaient pas sortir, pour différentes raisons. D'abord parce que dans beaucoup de cas, quand il y a des attentats près de casernes, de police, c'est une observation qu'il met en valeur, on met toujours des bombes à la sortie des casernes, on s'arrange toujours pour piéger le chemin de sortie des militaires, et il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a cet aspect. L'armée algérienne est composée à 80% d'appelés, de jeunes appelés. Certains appelés sont sur le point de sortir. Il y a beaucoup d'appelés dans les casernes qui disaient à l'époque « je ne vais pas sortir
me faire tuer, il me reste quelques mois, quelques semaines, alors qu'il y a des généraux qui sont en train de faire des affaires. C'était le discours dans les casernes. Il y a une troisième piste, une troisième explication, ou un faisceau d'explications, c'est que probablement des chefs militaires laissaient faire parce que là où il y a eu des massacres, la population à l'époque avait non seulement voté massivement pour le fils, mais aussi dans les premiers temps, la population aidait les groupes armés avant que les groupes armés ne se retournent contre cette population. Qui tue qui? La question a couru pendant des années, alimentant un débat médiatique virulent à l'étranger. En fait, il n'y a pas une, mais plusieurs raisons à ces massacres. Guerres internes entre groupes islamistes, manipulation, parfois des services secrets, vengeance locale ou trafic mafieux. Cette guerre obscure a pris 1000 visages. Mais pour les citoyens qui voient leurs voisins se faire égorger, la situation n'est plus tenable. Beaucoup réclament des armes pour se défendre par eux-mêmes. Des milliers de groupes d'autodéfense vont alors apparaître, placés en principe sous autorité militaire. ولا قتلوه هلقوا عمله ولا قتلوه. انت واش تخلي في هذه الناس؟ قاعد ولادنا ضربوا عليها، قتلوا لنا ولادنا وحرمونا كل شيء حرموا علينا. انا تعيا الجزائر وطنا ومتنا نموتوا لا وطنا. الدولة تاعنا تساعدنا. رانا في لافانتيار ما بين العش والكرشوني. هو العش لا ضوء العش لا سكنة العش لا ومنا كرشوني لا حتى حية من نهار اللي قاسونا هنا رانا قاعدين كيما. En armant ainsi des dizaines de milliers d'hommes, le pouvoir joue un jeu dangereux. Dans certaines régions, sont apparus des milices et de petits chefs de guerre qui, en prétendant combattre le terrorisme, imposent leurs lois. L'image paisible du patriote qui défend son village cache en fait une réalité de plus en plus explosive. Dans cette guerre contre les civils où tellement d'acteurs sont maintenant en jeu, la confusion est grande. À Rolizane, plusieurs tendances islamistes se rejettent la responsabilité d'un même massacre. L'AIS, la branche armée du fils, a tourné ces images insoutenables pour accuser ses frères d'armes du GIA. En cette fin d'année 97, les journaux algériens parlent de 412 morts, ce qui fait de Rolizane la plus effarante des tueries collectives. Rolizane, je n'oublierai jamais. Nous, on avait peur. Tout à coup, on voit une femme qui descend avec son bébé, les 2 enfants derrière, en pleine montagne. Quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, moi, pourquoi je vais avoir peur? Cette photo, elle m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu la femme devant moi. J'ai pris la photo, ça a touché tout le monde. Mais moi, je l'ai vue, j'étais face à face, j'ai vu l'expression de cette femme. Ça m'a tuée.
Elle était très 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 jeune. Elle avait 19 ans. نهار كامل احنا في السيمتير في لي ماساك في البومبات voir des morts et tout quelque part il y a quelque chose qui se déclenche qui sort comme ça se voit. Moi des fois je me rends pas compte mais il y a des gens proches de moi ils me disent t'es pas bien. Je dis non je suis pas bien. Non il me dit quelque chose qui va pas. Et puis طلع ونهبط il y a de quoi mais je suis bien. Quand je rentre dans ma chambre la première des choses je prends une douche parce qu'il y a cette odeur. Et puis j'entends des trucs, des hurlements tout le temps. Quelle odeur? L'odeur un truc, enfin l'odeur du massacre, le brûlé, l'odeur du sang. C'est ça, c'est des images qui même je les vois maintenant en vous parlant, un chauffe. Les cris des enfants. J'entends les pas quand je marchais sur le sang. Ça me rend triste, moi, tout ça. C'est incroyable. 28 ans, 27 ans, je vois ça de près. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va continuer? Des fois, je me pose cette question. Est-ce que quand je vois les gens dehors en train de rigoler, de s'amuser, je me dis, est-ce que ces gens-là, ils sont conscients? Moi, hier, j'ai couvert un massacre et ces gens-là, ils sont en train de rigoler. Ben, je me dis, c'est normal. Parce que moi, c'est mon travail qui me demande, qui m'impose ces choses-là. C'est-à-dire, la relève, je peux rien. C'est dur. C'est très 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 dur. L'État qui a failli chavirer dans les premières années du conflit a repris peu à peu la situation en main à partir de 95-96. Les grands massacres ont mis le régime au banc des accusés. Mais le président Zerwal ignore les critiques internationales. Le conflit reste et restera une affaire intérieure, l'affaire des militaires algériens. La télévision d'État, qui autrefois niait la guerre, n'est pas avare en images de propagande. Il faut montrer que les temps changent et que le terrorisme est résiduel selon la formule consacrée. Les cadavres des islamistes tués au combat sont présentés comme un tableau de chasse. De nouveau en position de force, l'armée va aller négocier directement dans les maquis. Le chef de l'AIS, l'armée du fils, rencontre le puissant numéro 2 des services secrets. Ils vont offrir en catimini l'amnistie aux islamistes qui déposent les armes. Les anciens combattants de l'AIS, quelques milliers, sont regroupés dans des camps. Restent les GIA qui s'enfoncent dans une violence sans limite. رسميا أمامكم أيها الجزائريون والجزائريات عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من سنة 99. Zerwal, furieux, démissionne. L'accord a été signé dans son dos. Le clan de la présidence, attaqué dans la presse, a perdu.
gens, s'il vous plaît. Laissez le passage, s'il vous plaît. Cette fois, le candidat de l'armée s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Avec lui, les décideurs ont choisi le parfum des années boumediennes, quand le jeune ministre était le protégé du Raïs. Souchedli. Bouteflika a entamé sa traversée du désert, ce qui lui permet aujourd'hui de prendre sa revanche. Bouteflika s'est retrouvé candidat unique, comme au bon vieux temps, après le retrait de ses concurrents qui flairaient la fraude. Les chefs politiques, qui n'ont jamais réussi à peser depuis le début du conflit, font publiquement le constat de leur impuissance. Les élections en Algérie ne sont qu'un simulacre. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir, les décideurs, tant qu'ils continueront de s'ériger en tuteurs d'un peuple qu'ils considèrent comme mineur, tant qu'ils continueront de désigner les maires qui gèrent nos villages, les walis qui dirigent nos wilayas, les ministres qui gèrent le pays, voire le président de la République, la crise perdurera. Nous sommes dans un pays qui n'a pas été fichu, je m'excuse l'expression, 40 ans après l'indépendance, de se construire toutes ces institutions. Nous sommes maintenant, comme il y a 10 ans, dans une situation de mono-institution. Nous avons une seule institution, c'est l'armée. Ils placent des gens, ce sont des marionnettes. Ils passent des marionnettes. On ne connaît plus les noms des ministres. On ne connaît plus les noms des ministres. On a eu, dans la décennie 90-2000, on a eu, je crois, si mes comptes sont bons, une dizaine de premiers ministres. On a eu 5 ou 6 présidents, etc. Et l'armée reste derrière les rideaux. Ce sont eux qui décident des grands choix, des grandes stratégies. C'est un groupe qui se tient, non pas pour des objectifs idéologiques ou politiques, mais parce qu'aussi ils sont mêlés à des grosses affaires. Ils se tiennent les uns les autres, chacun a des dossiers sur chacun. La sécurité militaire, c'était la réflexion. Le cerveau de la junte, c'est le laboratoire qui a existé au temps du FN, de la guerre de libération, mais qui a été renforcé par toutes les élites que la sécurité militaire a écrémé à tous les niveaux de l'université, comme le font dans les pays de l'Est. Ce pouvoir opaque est fait de clans, de liens d'amitié, de solidarité régionale. Mais l'armée est la colonne vertébrale du régime. Il y a les généraux influents, Lamari, le chef d'état-major, le général à la retraite, Nazzar, ou plus encore, le général Belkhir. Et puis, les services secrets du général Medienne. Ce que l'on appelait autrefois la sécurité militaire a un pouvoir démesuré. Elle manipule à tous les échelons de la société. Seriez-vous prêt à ouvrir le sous-sol de la sécurité militaire à Amnesty International? Quel sous-sol de la sécurité militaire? Quel sous-sol de la sécurité militaire, monsieur? Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Quel sous-sol de la sécurité militaire? Notre maison est de verre, tout le monde peut la visiter, y compris Amnesty International. Et vous aussi avec. دور الجيش الجزائري في الفترة الماضية كان قويا، بل كان يتدخل زي ما قلت سعادتك، وحدثت بعض التجاوزات. هل يمكن أن يحدث هذا في عهد فخامتك؟ لا، لن يحدث أبدا. لن يحدث أبدا. لن يحدث أبدا. لن يكون للجيش. لكن إذا كان من باب الصدفة فلكل جواد كبوة. لكن أن يحدث من منطلق أنه ما فيه سلطة سياسية يجسمها رئيس الجمهورية، هذا لن يحدث. L'Algérie, une maison de verre, ce n'est pas l'avis des journalistes qui travaillent ici dans la presse privée. Durant toutes ces années de plomb, ils ont tenté de faire leur métier au milieu du terrorisme et sous le regard de la DRS ou sécurité militaire qui veille dans les couloirs. Qui va te donner des informations sur la corruption? Qui va te donner? Sinon, tu vas utiliser les moyens de l'investigation. Et les moyens de l'investigation, c'est essentiellement deux sources. Service sécurité, institution judiciaire. Non, moi je pense qu'il faut trouver le type qui acceptera de prendre des risques et auras-tu les moyens de le couvrir? J'ai eu quelqu'un dans mon bureau ici, il y a
15 jours de ça. Je ne me porte pas garant de la personne parce que je ne la connais pas. Mais je sais que c'est un cadre de société nationale importante qui est venu avec une valise de 15 kilos où il y avait tous les documents sur l'affaire de corruption. Il m'a dit j'ai fait le tour de tous les journaux et personne n'a accepté de publier ça parce que c'est explosif. Il avait des documents qui prouvaient les pots de vin, les passe-droits, les commissions avec les partenaires étrangers, enfin tout. Un cas de corruption caractérisé. 15 kilos de documents. Et il avait trouvé toutes les portes fermées. Alors là, je me pose des questions. Ça, c'est l'information qui vient à toi. Et tu la refuses. Mauvaise gestion et corruption ont mis à la rue des milliers de travailleurs. Edipal est une société de distribution de produits alimentaires qui ferme ses portes, comme tant d'autres unités. Les temps de fromage, ça ne marche pas et ils achètent encore. Il est venu l'opération café. On a acheté pour 8 milliards, je ne sais pas combien. C'est là qu'a commencé la vraie dégradation. Le café, pour 8 milliards, on l'a vendu pour 2 milliards ou bien. Il y a 5 milliards et quelques difficiles. En 95, on a fait des rapports sur la gestion, mais personne n'est venu. Personne. Le premier لحقوا الخبر فيزانا فيربالمون قلنا له واش ما عطيتنا دوكيوم ما كاين والو لو 9 باش دخل ليكيداتور دخل لونتربريز افيش عندنا لامور ماشي يعني بون على l'extérieur. Oui, c'est monsieur Hachmi, il est liquidateur de l'entreprise désigné. C'est un croque-mort. Une sorte de croque-mort. Vous voyez, il fait le sale boulot. Même lui, ça vous plaît pas, c'est Hachmi, de faire ça. Certainement, bien sûr. Ah, Bon, c'est votre croûte, mais ça vous plaît voilà, pas. Il y a un travail technique à faire. L'économie algérienne n'existe pas. Je ne peux pas dire plus. En réalité, si nous étions en guerre, il y aurait une famine totale. Il est très facile de réduire l'Algérie à un état de dépendance mais qui dépasse l'imagination. Beaucoup de libéralisme, en fait, a autorisé un comportement complètement débridé au niveau du commerce international, à tel point que même les unités de production existantes ont été fermées ou alors, sous couvert de terrorisme, attaquées pour justifier leur fermeture, de sorte à ne devoir plus qu'importer. C'est difficile de voir. Apparemment, il y a un Clark, il y a des marchandises. Je sais pas, des cartons fermés. C'est du gâchis. Voilà, un exemple du gâchis. C'est un pic qui part en fumée, qui explose. Il n'y a pas que les bombes, ils n'explosent pas sous l'effet des bombes. Les plus grosses bombes, c'est ces entreprises qu'on casse. Elles sont aussi terribles. Dans mon pays, s'affrontent des intérêts étrangers par population algérienne interposée, probablement par responsables interposés aussi, comme ça s'est fait au Zaïre et dans d'autres pays. Et l'enjeu, ce sont les richesses de ce pays. Il y a des désaccords, certainement, sur à qui vont profiter les dénationalisations et les privatisations. Nous voulons que ça profite au peuple algérien, que ça reste en l'état, propriété du peuple. dans le travail, j'ai l'été, etc. On va pas dans le Douala. ضحينا بالترونيسيسون جوسكا بريزون باش هو يعيشوا الباقي. صبنا طريقه باش يروحوا للترونيسيسون بطريقه تاع لي بارلمونتير دير بارتيسيبي لا بروبورسيونيل اكسيتيرا. صبنا طريقه باش او موان يبقاو يعيشوا. مي اوجوردي او خرجونا بحاجه جديده خرجونا ب 5600 encore. كومبليسي 5600 ولي 5600 وزيدوا يقسموا لي زونيتي. تشيبوا النوتو لازم نتحدوا يا الناس ما تجيبش نخرج الحاله نتحدوا اللي يفهم يد واللي ما عندوش ما تهموش القضيه يسمح لنا يخلونا.
Réformer l'économie et lutter contre la corruption, voilà bien deux chantiers auxquels le président Bouteflika tarde à s'attaquer. Trop d'intérêts en jeu, trop dangereux. Le grand projet que veut mener à bien Bouteflika, celui qui va lui donner une place, espère-t-il, dans l'histoire de son pays, c'est la concorde civile. Comme pour l'AIS, l'armée tente de faire descendre les GIA des maquis. Bouteflika est là pour ficeler ce projet. Le texte propose retour à la vie civile contre dépôt des armes. Les crimes de sang, en théorie, ne sont pas amnistiables. Encore faut-il, le jour du référendum sur la concorde civile, ne pas oublier de voter. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Des maquis descendent quelques centaines de combattants des GIA. Ces islamistes doivent passer, selon la loi, devant un comité de probation pour examiner leur passé. Mais à Médéa, par exemple, les habitants ont vite réalisé les effets de la concorde. Derrière le comptoir d'une herboristerie en cette année 2000, c'est l'émir Ben Hadjar qui sert désormais les clients. Cet ancien chef du GIA, qui a bénéficié de la loi, a repris sa vie comme si de rien n'était. Beaucoup de journalistes, dans la presse nationale ou internationale, parlent de nous en nous qualifiant de repentis. En réalité, c'est un mot que nous n'approuvons pas et que nous refusons. Elle n'est pas adéquate, car nous n'avons jamais déclaré avoir commis une erreur et jamais nous n'avons demandé le pardon au pouvoir. C'est le pouvoir qui a cherché le dialogue et qui est monté nous voir dans les maquis. Ce n'est pas nous qui sommes descendus le voir. La concorde a pris la forme d'une amnistie pure et simple. Les comités de probation ne se sont pas réunis, ou alors ils ont exonéré les islamistes armés. 10 ans de massacre, effacés d'un trait de plume. Ces familles qui, toutes, ont perdu des parents ne peuvent accepter le retour à la vie normale des assassins, qui vont parfois toucher une allocation de l'État pour leur réinsertion. كيجي واحد يطيرو يقتلك وليدك وتسكتي تشوفيه وتسمحي له امبوسيبل هذا تسمحي. L'autre déni de justice concerne les disparus, c'est-à-dire les personnes enlevées par les forces de sécurité. Chaque semaine, comme naguère en Argentine, des maires se rassemblent à Alger et interpellent les autorités. Les grandes démonstrations publiques du président cachent mal l'échec de la concorde. Le projet de Bouteflika de réconcilier la société bute sur les souffrances des victimes.
sommes pour la réconciliation nationale. Mais après la vérité et la justice, il faut que ces gens-là, s'ils ont fait quelque chose, d'abord que ça passe à la vérité. Qu'est-ce que c'est que l'amnistie? Vous savez, l'amnistie, elle n'est pas faite individuellement pour quelqu'un. Elle est faite pour tourner la page. C'est-à-dire, on en a assez de toute situation, mais vérité et justice. Donc, s'ils ont commis des crimes, nous, il faut qu'ils passent en justice. Mais pourquoi ils ne veulent pas marcher? Parce que nous demandons aussi que de l'autre côté de l'État, ceux qui ont commis des crimes passent en justice. Vous voyez? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait vérité, il faut qu'il y ait justice, ensuite réconciliation nationale. Le débat sur les responsabilités de l'armée va finalement venir d'Europe. De plus en plus d'ONG et de politiques mettent en cause la responsabilité des militaires dans les violences. Dans un livre publié à Paris, Habib Souadia, un sous-officier algérien en exil, accuse violemment les généraux. Khaled Nazar monte au créneau et devant la presse à Alger, prépare sa défense. L'armée algérienne va devoir laver son linge sale devant la justice française. La situation est surréaliste. J'ai chargé mes avocats du barreau de Paris et du barreau d'Alger de déposer plainte devant la juridiction française compétente pour défendre mes droits et intérêts dans cette procédure judiciaire. Conscient d'avoir exercé mes responsabilités dans l'honneur et la dignité, en conformité avec les textes en vigueur dans les États de droit, je suis confiant en une justice qui, soucieuse avant tout du respect de la loi, transcende les frontières et les vicissitudes du passé. Voici la déclaration. Le plus grave, c'est l'enjeu, c'est la remise en cause de l'enjeu, c'est ça qui est le plus grave, c'est des tortures, des soïdéas. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Soïdé est un pion qu'on veut pousser, toucher à l'enjeu pour lequel on s'est battu et pour lequel beaucoup de gens sont morts. Voilà l'enjeu. Pour une Algérie démocratique, pour une Algérie plurielle, pour une Algérie ouverte sur pour une Algérie de langue étrangère pour s'ouvrir sur le monde. C'est ça. Mais subitement, à l'automne 2001, la situation internationale va tout bouleverser. Et le pouvoir algérien va se sentir légitimé dans sa lutte anti-islamiste. Je ne veux pas trop parler du 11 septembre, mais je crois qu'à partir du 11 septembre, les gens ont compris. Et je suis absolument certain que depuis le 11 septembre, les états-majors des pays européens sont en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Je suis absolument certain. C'est la stratégie du péril vert. Ça, c'est sûr. Le 11 septembre a évidemment facilité la compréhension de l'argumentation des autorités algériennes sur la question du terrorisme. Parce que l'argumentation sur laquelle ils sont face à un terrorisme islamique, d'une particulière sauvagerie d'ailleurs, en Algérie, est très bien reçue par les États-Unis, par beaucoup de pays. Et l'idée qu'on ne peut rien faire de sérieux pour réentreprendre la modernisation du pays sur tous les plans tant qu'on n'a pas mieux jugulé cette affaire-là est très, très reçue, très approuvée. Donc ça a remis les dirigeants algériens dans une sorte de normalité internationale sur ce plan. Quand le président Bouteflika est venu dans notre pays quelques mois plus tard et a été reçu par notre président, il y a eu ce sentiment d'une cause commune. Dans ces discussions, je ne crois pas que l'un ou l'autre ait évoqué ce qui s'était passé antérieurement, sauf quand le président Bouteflika a dit « Nous savons ce qu'est le terrorisme, on le combat en Algérie depuis longtemps, nous sommes donc à 100% à vos côtés ». Alors le président des États-Unis a reconnu et a apprécié ce discours. Fort de ce soutien international, les généraux algériens décident de sortir de l'ombre. À Alger, les téléspectateurs n'en croient pas leurs yeux. Mohamed Lamari, le chef de l'armée depuis 10 ans, répond pour la première fois aux accusations devant les caméras de la télévision. On nous a traités de tueurs. غير ربي ما قالوش الجيش الوطني الشعبي هذا مستورج من الخارج. On oublie seulement
que cette armée, c'est l'armée de notre pays. On oublie seulement que ces généraux, vous avez tout le haut commandement de l'armée qui est là, très grande majorité, ce sont des enfants de notre peuple. S'il est arrivé par le passé que l'ANP se soit immiscé des problèmes politiques et autres du pays, je le dis oui. Nous avons dit aussi que nous avons vaincu le terrorisme, même s'il continue à tuer de nos citoyens. Mais le terrorisme est vaincu. Par contre, l'intégrisme est intact. C'est une lutte d'abord à caractère politique, à caractère économique. Celle-là, malheureusement, elle n'a pas encore atteint ses objectifs. Le terrorisme vaincu, c'est beaucoup dire, même si la violence a diminué ces dernières années. Ces dissidents du GIA ont formé un nouveau groupe proche des réseaux Ben Laden, le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, s'en prend le plus souvent aux militaires et policiers. Ailleurs, ce sont les GIA qui continuent à tuer. Des civils, souvent des familles isolées, sont égorgés chaque semaine, dans l'indifférence générale. Terrorisme, banditisme et règlement de compte sont de plus en plus liés. Les Algériens vivent encore un cauchemar, où les émirs se promènent en liberté et où les militaires tirent toujours les ficelles de ce pays. Le dossier des années noires se referme provisoirement sans justice et sans coupable. Un seul réconfort au milieu de cette injustice. Les Algériens n'ont pas sombré dans la vengeance. Pas de vengeance, mais une colère immense qui vient du plus profond de la société. Les jeunes se révoltent, comme en octobre 88. Cette lame de fond a soulevé la Kabylie au printemps 2001. Les manifestants clament qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils disent qu'ils n'ont pas peur de mourir puisqu'ils sont déjà morts. Le pouvoir n'entend rien, n'écoute rien et répond par son arme habituelle, le mépris. Où est la démocratie? Où est la liberté? Où est notre identité? Ce pouvoir, il y en a marre de ce pouvoir, pour vous dire clairement qu'il y en a marre de ce pouvoir. Il y a d'abord la hougra, il y a d'abord l'impunité, il y a la répression. Nous souhaitons que ce pouvoir dégage, dégage, dégage. Il y en a marre de ce pouvoir. De toutes les régions d'Algérie et pas seulement de Kabylie, la colère monte. Mais la révolte des jeunes qui grondent est orpheline. Plus aucun leader politique, plus aucun parti n'a crédit à leurs yeux. Et puis ces dirigeants du fisc qui devraient un jour sortir de prison, qu'est devenu leur électorat? Qui peut dire quels seront demain les chemins de la contestation? Plus de 40 ans après son indépendance, la République algérienne en est là. Terre en deuil. Peuple sans voix. 10 ans de violence ont laissé place à une culture de l'émeute, anarchique et désespérée.